Bonsoir à tous, bienvenue sur Twitch. Vous êtes avec nous pour cette nouvelle version de BD Talk. C'est celle du troisième jeudi du mois. Et donc pour ce nouveau live, nous aurons une invitée. Alors, avant de vous la présenter, bonjour Yannick. Bonjour Claire, bonjour à tous, je vais me mettre ma petite frimousse. Ravi d'être parmi vous ce soir, on a hâte de vous présenter notre invité. Bonjour Damien. Ouais, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous, on est super contents parce qu'on a une invitée de qualité. Et oui, parce que pour passer donc cette heure et demie avec nous, nous avons la chance, une très grande chance d'accueillir Daria Schmidt. Daria, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les trois. Et donc tout d'abord, un immense merci d'avoir accepté donc cette invitation pour cette émission qui vous est consacrée. On parlera de votre travail, de ce que vous avez fait avant, de votre actualité. On a donc tous préparé des choses un petit peu différentes et donc eh bien on a hâte d'en savoir plus donc sur vous et sur votre travail. Donc nous sommes en direct sur Twitch. Vous pouvez nous retrouver également en replay sur YouTube ainsi que sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit Blue Sky et il y en a même sur LinkedIn. C'est pour vous dire, nous sommes joignables à tout moment. C'est parti donc pour cette émission. Damien, je te laisse la parole. Oui. Tu commences Ah oui, ah bah, bien sûr, bien avec le évidemment. portrait de notre invité, le Oui, portrait de Daria Schmidt. un portrait de Daria Schmidt, exactement. Alors, un poisson en rose qui vole. Un parc avec des animaux, des oiseaux, une jeune fille ailée, un animal totem, des chimères, des cages, un homme oiseau, des pies, le muséum d'histoire naturelle à Paris, une ville lacustre, un carnaval gigantesque, une tête, Descartes, Lovecraft, Scoyton, Alice au pays des merveilles ou encore le magicien d'Oz. Eh bien, voici une toute petite partie des univers réunis dans les somptueux albums de Daria Schmidt, qui est donc notre invitée. D'Ornithomaniac, qui est sorti en 2017 chez Casterman, qui a été prix Artemisia mention dessin l'année suivante, jusqu'à La tête de mort venue de Suède en 2025, en passant par le bestiaire du crépuscule en 2022, Aqua Alta en 2010, ou L'Arbre à pied en 2014, le fantastique, la philosophie, les questionnements intérieurs, la poésie transpire dans tous ses livres, et les lecteurs et les lectrices plongent alors dans des rêves, des bizarreries, et parfois même au tréfonds de l'âme humaine. Alors Daria Schmidt invoque ses années d'études en architecture, en histoire, pour déployer un dessin, parfois en noir et blanc, parfois en couleur, puissant, fait de hachures, dans les pas, parfois, pourquoi pas, de graveurs comme France Masserel ou Edward Gorey, ou encore François Scoyton, et ça c'est vertigineux. Alors ce soir, nous avons la chance d'accueillir l'autrice de bande dessinée, la dessinatrice de storyboard, l'ancienne professeure d'art appliqué, la co-créatrice d'une agence d'architecte et de muséographie, tout ça en une personne. C'est un moment que nous avons partagé pendant une heure et demie avec vous, et franchement, moi, je suis très content et je pense que mes deux camarades aussi. Merci Daria. Voilà. Ah, merci à vous de m'inviter. J'écoute tout ça. Un petit feeling d'abord sur cette présentation de Damien, peut-être un Bah, retour. un retour, que dire je vois que les animaux, c'est ce qui est arrivé en tout premier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui. Moi, j'ai l'impression en regardant des fois. C'est rare, hein, mais des fois je le fais. Je regarde mes albums passés, je me dis, j'ai des obsessions. Et en effet, Mhm. dans ces obsessions, il y a l'eau, les inondations et les animaux. Alors, je ne sais pas vous dire d'où ça vient, mais c'est vrai que ce sont des thèmes récurrents. Et les animaux, c'est pas terminé, ça va continuer encore. Je vois que j'arrive pas à m'en passer. Donc, et que dire, peut-être il faut rentrer un peu
dans le Bien sûr. détail, parce que là, il y a tout en bloc, j'ai du mal à tirer les J'ai tout fils. mélangé, ouais, exactement. Puis moi, j'ai tout mélangé, je l'ai fait exprès pour que ça donne un peu le vertige, comme les Exactement. albums. Alors, mais oui, Exactement. Voilà, alors pardon, allez-y, allez-y derrière. oui, non, non, le vertige, je ne sais pas si ça donne le vertige. C'est vrai que la bande dessinée, le dessin, ça permet voilà, d'invoquer vraiment des rêves, parce que le fait de dessiner, ça donne déjà une concrétude à tout. Et donc, on peut faire de curieux mélanges tout en restant extrêmement concret. Donc, c'est vraiment le médium qui permet ça, quoi. Et donc tout cela, on va donc le découvrir au fur et à mesure de l'émission. Yannick, je te laisse la parole puisque c'est toi qui vas nous parler donc du livre de l'invité, donc Ornithomaniacs, puisque si c'est un album qui est donc sorti chez Casterman il y a quelques années, il ressort demain chez Air Libre, la collection dans laquelle on avait vu donc le bestiaire et puis la tête de mort aussi venue de Suède. Yannick, à ton tour. Oui, 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 ça va être l'idée dans cette émission ce soir. On va vous présenter des petites chroniques régulièrement. Daria va évidemment y réagir et puis il va y avoir des séquences d'interviews aussi un peu plus longues à certains moments parce que c'est quand même pour vous l'écouter elle qu'on est là. Pour ma part, donc j'ai la charge de vous présenter non pas ce que je suis en train de montrer à l'écran, ça c'est pour la fin, mais par contre mon petit lecteur PDF, il est où? Il est là. Est-ce qu'il serait alors là, vous ne voyez plus, donc je vais le décaler. Je vais, hop, on adapte la technique en temps réel. Voilà, donc je suis avec Ornithomaniacs évidemment, et donc c'est moi qui vais avoir l'occasion de vous présenter, et donc de dire, de souhaiter un très bon retour à Ornithomaniacs. Parce que si vous suivez Daria Schmidt depuis ses débuts dans Aqua Alta, vous avez peut-être déjà cet album dans votre BD Tech. Publié en 2017 chez Casterman, il ressort donc en ce mois de mars chez Dupuis, Claire vous l'a dit, qui plus est dans la très belle collection Air Libre, une décision parfaitement cohérente. D'abord parce que Le Bestiaire du Crépuscule et La Tête de Mort venue de Suède, les deux précédents albums de l'autrice y sont publiés. Et ensuite parce que graphiquement, cet album convient à merveille à la ligne éditoriale globale et historique de la collection. Mais peut-être avez-vous raté la sortie d'Ornithomaniacs en 2017. Pas de souci, je suis là ce soir pour vous présenter cette nouveauté. Donc, un petit peu le pitch, ou l'histoire en tout cas, Niniche est une adolescente un peu particulière. Elle est née avec des ailes d'oiseau dans le dos, mais de toutes petites ailes qui la rendent à part sans lui permettre de voler. Sa mère veut tenter de profiter de la situation d'une manière ou d'une autre. Sa meilleure amie lui conseille une clinique ou un docteur pour aller lui retirer. Mais le château où elle atterrit, gardé par un squelette du nom d'Icar, lui fait rencontrer un professeur au corps d'oiseau, un bec en sabot. Et lui voudrait plutôt lui apprendre à voler. Lui venir en aide? Pas si sûr, car ce n'est pas réellement lui le maître des lieux. Pour préparer ce papier, je le reconnais, j'ai triché. 2017 ce n'est pas si loin. Daria, tu as attiré la presse spécialisée déjà à l'époque. J'ai donc pu confronter ma lecture de l'album aux interviews que tu as pu donner. Et donc, chère lectrice et lecteur, Ornithomaniacs va vous plonger à la frontière entre les mondes. Entre le fantastique et le normal, entre le réel et l'onirique, les regards sur la situation de Niniche s'enchaînent, se troublent, se mêlent. Mais je vais me montrer bas du front un instant. Basiquement, on pourra dire, éventuellement, Daria, tu auras le droit après de me contredire. Ornithomaniacs, pour moi, c'est le passage d'une fille de l'enfance à l'âge adulte. C'est l'oiseau qui quitte son nid pour voler de ses propres ailes, et je suis déjà revenu à la métaphore. Je n'ai pas réussi à rester basique, simple. Mais parce que ces expressions sont quitter l'oiseau qui quitte son nid, elles sont banales, c'est dans notre langue. Mais les pages de Daria Schmidt, vous le verrez, et je vais vous l'afficher aussi à l'écran tout à l'heure, ne le sont pas, elles, banales. Dans ce sens commun, elle introduit de la poésie, de la folie, un ailleurs qui résonne tellement avec ce que vivent les adolescents. Mais les images, les métaphores, permettent, pour moi, à mon sens, de créer de l'universel. Elles permettent à chacune et aussi à chacun
de s'incarner dans le personnage de Ninish et de se projeter dans ses questionnements. Ces visions du monde entrecroisées sont renforcées par le travail, alors nouveau pour toi Daria que celui du noir et blanc, en tout cas en album. Auparavant, tu dessinais déjà, mais en couleur. Ici, les hachures, les masses de noir, la luminosité de la page blanche se montrent troublants et troublés. L'autrice joue en permanence avec avec la matière pour ancrer son décor dans le réel, ou au contraire le faire s'envoler dans l'ailleurs. Soit 10 années ont passé, 2017, on est quasiment à ça. L'expérience, les albums produits ont depuis affirmé ton expérience d'autrice de BD, Daria. Mais, comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, et vous allez pouvoir vous laisser remporter avec cette réédition d'Ornithomaniacs, publiée en mars chez Dupuis, qui vous vaut cette invitation, Daria. Oui, c'est Ornithomaniac, c'est le début du noir et blanc pour moi. C'est un album qui est très important parce que j'ai commencé à comprendre un peu ce que j'aimais faire en dessin. Et voilà, il est passé assez rapidement comme ça en 2017 et j'avais l'impression que il y avait encore beaucoup à en tirer. D'autant que j'avais fait une suite, j'avais voulu imaginer une suite et j'avais déjà dessiné 7 pages avant de me mettre au bestiaire du crépuscule. Et ces 7 pages étaient toujours là, à me brûler les doigts. Je me disais, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je m'y remets? Est-ce que je m'y remets pas? Mais déjà, on s'est dit, on va le republier avec. Il y a des contenus un peu différents, il y a des images inédites, mais il y a surtout ces 7 fameuses pages. Et je me suis dit, bon, on va voir si ça marche. Peut-être qu'il y aura un Ornithomaniac 2. Et en tout cas, c'est une histoire et des personnages qui m'ont beaucoup plu. C'était pour moi, c'était le début aussi d'une nouvelle façon de faire. Alors, déjà, il y avait le noir et blanc, mais aussi de considérer le récit à travers les yeux des personnages et moins conceptuellement. Les 3 albums que j'avais fait avant, c'était, euh, on va dire, le décor qui était le héros. Et là, vraiment, ce sont les personnages qui mènent la danse. Donc voilà, à plus d'un égard, c'était un album important et je suis vraiment très très heureuse de le voir réapparaître. Et qu'est-ce qui a décidé Dupuis, d'ailleurs, de prendre l'album? Est-ce que c'est toi qui les as sollicités? Ah oui, c'est moi qui les ai tannés, je leur dis alors. Non, mais je trouvais que c'était cohérent en fait de l'avoir dans la collection Air Libre avec les 2 autres, hein. Euh, Puisque en fait c'est la genèse aussi des 2 autres au point de vue du style. Donc voilà, et puis comme je vous l'ai dit, je regrettais de l'avoir vu passer si vite. Donc euh, donc c'est moi qui leur ai soufflé l'idée, oui, bien sûr. Chers collègues, est-ce que quelqu'un veut enchaîner sur cette Oui, alors, petite... il y a une personne, je pense, qui doit compter beaucoup pour vous. Moi, j'ai eu la chance de le voir à côté de vous il y a quelques semaines à la galerie Huberti Brens. Il était à côté de vous quand vous avez reçu le prix Artemisia. C'est votre éditeur? Ah, oui. Alors, pardon, on va reprendre. La saleté Alors, je vais d'éditeurs qui, en ce moment, nous abreuve de photos scandaleuses de Absolument. l'autre bout du monde. Rappelons-le. Donc, un certain Olivier J. Si, Olivier J, Olivier J. absolument. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc, Olivier J était là et a accepté de prendre Ornithomaniac sous son aile. voilà, donc lui aussi vous a soutenu donc, dans cette volonté de l'intégrer au catalogue d'Air Libre. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Claire, est-ce que tu veux Yannick? prendre la main? Moi, si tu veux. Oui, alors, oui, moi vas-y. j'aimerais savoir si c'est... Est-ce que c'est pas compliqué quand un album comme ça ressort dans là, en l'espèce dans une autre collection, enfin chez un autre éditeur même, est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce qu'on le porte de la même façon qu'on l'a porté 10 ans auparavant? Parce que bien sûr, votre dessin a évolué, on l'a vu à travers vos 2 précédents albums. Est-ce qu'on le porte de la même façon la deuxième fois qu'on l'a porté la première fois? Euh, alors, qu'est-ce que vous entendez par porter? Le C'est-à-dire porter, le présenter, le le... présenter.
Voilà, Euh, le présenter au public, aux lecteurs pour leur donner envie, voilà, parce que là, vous avez un recul de 10 ans sur cet album, ouais. donc est-ce que vous allez le présenter à vos lecteurs de la même façon que vous l'aviez présenté, en 2017? Bah, j'imagine que oui. De toute façon, ouais, c'est vrai que ça fait 10 ans, calendaire, mais euh, mes projets de bande dessinée sont tellement longs à mener qu'en fait, pour moi, bah, ça fait 3 albums. Donc, si je compte en album, c'est pas si loin que ça. Et les sujets qu'ils traitent, peut-être que j'ai plus de facilité à en parler maintenant, mais déjà à l'époque, j'avais tellement travaillé sur cet album. J'ai des cahiers entiers de références sur le vol, sur la poésie, enfin, j'ai des tonnes de notes là-dessus. J'ai travaillé, je dirais, 4 ans sur cet album. Donc j'avais déjà pas mal de recul quand même quand il est sorti. Et ouais, je pense que ça sera à peu près pareil, hein, pour moi. En tout cas, les thématiques sont toujours les mêmes. C'est celle de la différence, de comment on se sent, est-ce que c'est la difficulté de grandir, hein, et puis en même temps toutes sortes de clins d'œil au monde actuel, au rapport entre les parents, les enfants, un rapport mère-fille. Non, il y a tout ce qui traverse ce récit, je pense que je le redirai presque de la même façon. Il est resté très, très, très neuf dans ma tête, cet album. Est-ce que tu vas avoir la possibilité de le défendre, justement, ce livre, comme tu l'as fait pour le bestiaire? Est-ce qu'il est prévu que tu tournes en librairie? Je pense, alors ça sera un peu moins important que la nouveauté qui était la tête de mort, parce que j'ai fait la promo de la tête de mort venue de Suède, ça a duré, je sais pas, 5-6 mois. Donc là, c'est compliqué de remplir sur un même timing, et peut-être aussi que, euh, comme c'est une réédition, ça ne le nécessite pas. Ça, plutôt des questions à poser à Olivier J, qui malheureusement ne pourra pas nous répondre, vu qu'on Ah sait oui. qu'il est absent. Mais je ferai ce qu'il faut, puisque c'est vraiment un album qui me tient à cœur, mais je pourrais pas passer 6 mois, parce que sinon, je vais encore mettre 3 ans pour le prochain. Mais voilà, j'attends de voir ce qu'on me prépare. Alors moi, j'aurais aimé passer à une petite partie interview, parce que, Daria, contrairement donc à d'autres auteurs et autrices de bande dessinée, vous n'avez pas fait d'études justement de bande dessinée. Alors pouvez-vous nous expliquer, vous, de quel univers vous venez? Non, j'ai pas fait d'études de bande dessinée. Il y a finalement peu d'écoles de bande dessinée, hein, déjà en France. Il y en a en Belgique, il y a peut-être des sections de bande dessinée dans les écoles d'art, mais euh, non, moi, la bande dessinée, c'était pas mon écosystème. J'ai découvert ça vraiment très très tard. Je viens d'abord d'études universitaires d'histoire, et puis ensuite j'ai fait une école d'architecture. D'ailleurs, je l'ai fait pour des raisons peut-être un peu étranges, puisque j'avais envie de faire du décor de cinéma. Donc, il y a une époque où je traînais un peu sur les plateaux de cinéma, et les décorateurs avaient fait les beaux-arts, fait des études d'archi. Bon, enfin, je me suis dit, ben voilà, il faut quand même structurer un peu tout ça. Donc, je suis partie dans ce genre d'études, et en sortant de l'école, j'avais quand même un appétit pour l'image, pour le dessin. Euh, et à cette époque, j'étais vraiment à la frontière, à la charnière, où on commençait à faire des visuels plutôt digitaux, avec de 3D. Ouais, moi, j'ai quand même pu faire encore des images à la main pour des concours. Et très vite, j'ai été happée par le dessin, on va dire. J'ai travaillé pour Disney, qui m'avait pris le parc Disney pour faire des décors. Donc là, il fallait des architectes, des gens qui sachent tracer des plans, qui savent parler à des géomètres. Enfin, bon, on avait besoin donc de ce type de profil. Mais très très vite, j'ai pu faire du storyboard, des décors, dessiner toutes sortes de choses, travailler sur Halloween, dessiner déjà des squelettes, des citrouilles. Enfin bon, et de fil en aiguille, comme ça, je suis devenue la main on va dire, de concepteur, ou bien de décorateur d'opéra, ou
qui me racontaient un peu leurs projets, et moi je devais les dessiner. Donc pendant presque 10 ans, comme ça, j'ai travaillé pour donner forme aux rêves des autres. Donc il y a un moment où je me suis dit, comme j'ai toujours eu envie d'écrire, et que maintenant j'avais un outil dans la main, je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être commencer à travailler pour moi, et c'est ce que j'ai fait. Et Daria, si je peux me permettre, qu'est-ce qui te plaisait dans l'idée de fabriquer des décors de cinéma? Qu'est-ce que tu projetais, toi, dans cette action? Euh, je cherchais plutôt un métier, parce que j'ai toujours eu envie d'écrire. Je voulais plutôt être scénariste. Il y a même un moment où je voulais réaliser. Donc c'était des désirs comme ça, mais un peu pas maîtrisés, quoi. C'est l'écriture qui me motivait, mais en même temps, tout ça est assez dangereux. Donc j'essayais de me construire un avenir, on va dire. Et là, je savais que je pourrais trouver du travail tout en écrivant à côté. C'était une sécurité pour moi, on va dire. Quand j'ai fait mes études d'histoire, j'étais en maîtrise. Je savais aussi que je voulais pas en faire un métier. Je voulais pas devenir prof d'histoire ni chercheur. C'était vraiment pour. J'aimais ce sujet, on va dire. J'aimais ce type d'études. Et l'architecture, voilà, je me suis dit maintenant, il s'agit aussi de trouver un métier, un peu, de tracer une voie et puis de continuer à écrire et à rêver. Et voilà, après, je me suis laissée porter, on va dire. Je me suis laissée porter. Et tout d'un coup, j'ai réuni un peu, tous les fils se sont noués. J'ai commencé à écrire mes propres histoires, à les dessiner. Et la bande dessinée s'est imposée. Alors qu'est-ce qui vous attire dans la bande dessinée? Et est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez depuis votre plus jeune âge, la bande dessinée? Ou c'est quelque chose que vous avez découvert par la suite? Euh, non, je ne suis pas un lecteur assidu de bande dessinée. Quand j'étais petite, j'ai très classique comme profil. Hein. C'est Tom Tom et Nana, c'était Bayard Presse, Tintin, Astérix. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est à peu près comme presque tous les enfants. C'est à l'âge adulte que j'ai commencé à lire de la bande dessinée. J'ai commencé par Corto Maltese, d'ailleurs. Euh, et puis voilà, ensuite, c'est en faisant de la bande dessinée que j'ai découvert aussi ce monde-là. Ça a été un peu toujours le même déclic. C'est ma vie professionnelle qui m'a fait sauter dans des mondes. Donc c'est en faisant de la bande dessinée que j'ai découvert l'absolue richesse du média et puis des auteurs magnifiques. Mais voilà, je lisais pas ni Métal Hurlant, ni À suivre, ni tout ça. J'étais Bayard Presse. Et alors, qu'est-ce qui a été le déclencheur qui t'a amené vers le monde de la bande dessinée? Ah ben, c'est clairement le fait de posséder l'outil du dessin et d'avoir envie d'écrire des histoires. Je ne pouvais pas imaginer mes histoires sans les dessiner. Donc, il y avait. Alors, si, j'aurais pu illustrer des textes, hein, mais la bande, la bande dessinée, c'est pas vraiment comparable avec le cinéma, mais là, je pouvais être le metteur en scène de toute une histoire. Mm. Je pouvais faire les décors, je pouvais absolument tout faire. Bon, donc, c'était pour moi le, le- le meilleur média. C'était. Voilà. Ça me permettait de réaliser un peu tout ce que j'avais en tête. Et alors actuellement, donc en quoi vos études, d'histoire, d'architecture sont un plus, dans votre création, de bande dessinée? Moi, ce que ça m'amène, en histoire, bon, bah, par exemple, pour La tête de mort venue de Suède, il a fallu faire une recherche quand même. Je sais, je sais naviguer dans une bibliographie, je sais chercher un peu. Euh, voilà, je, et je sais écrire, ça m'a beaucoup structuré tout ça. De la même manière que les études d'archi, ça permet euh, d'envisager les projets un peu de haut et de faire des plans, euh, de pas être, de pas être noyé sous l'ampleur du travail. Enfin, euh, les études d'archi, une fois qu'on a fait plusieurs charrettes, on apprend à dominer son stress par rapport à des projets d'envergure, on va dire. Donc tout ça, ça m'a vraiment, enfin voilà, ça m'a apporté une base un peu solide. Et puis je pense que je puise là-dedans sans même m'en apercevoir, mais même en archi aussi, il y a quelque chose, il y a une sorte d'équilibre des formes.
Je vois que quand je travaille sur un ensemble de planches, il y a des lignes de force qui se détachent. Enfin, je pense que et les décors sont importants aussi. D'ailleurs, c'est un peu une malédiction parce que j'arrive pas à m'empêcher de dessiner les décors. Donc, des fois, j'aimerais bien laisser un peu de vide, mais j'y arrive pas. Il faut toujours que je dessine le décor, tout ce qu'il y a derrière. Enfin bon, voilà. Donc, c'est peut-être aussi une malédiction quelque part. Et alors donc ça, c'est tout ce qui concerne donc, enfin, un peu l'habillage, ça. Mais alors votre univers graphique, comment est-ce que vous l'avez construit? Parce que donc vous décidez donc de passer à la bande dessinée, vous avez votre parcours, l'histoire, l'architecture, mais au niveau du graphisme, comment est-ce que vous décidez, bah, justement, ce noir et blanc qu'on retrouve, donc peut-être pas dans vos 2 premiers albums qui étaient en couleur, mais Ouais. dans les 3 derniers albums, du noir et blanc, du travail à l'encre de Chine, j'imagine à la plume. Comment est-ce que vous en arrivez, à déterminer, enfin, cet univers graphique qui est maintenant le vôtre? Ah bah, c'est mes goûts. J'adore le noir et blanc. Je trouve que la bande dessinée en noir et blanc a une efficacité. Euh, En fait, c'est une écriture, la bande dessinée. Donc, le Mhm. fait d'écrire et de dessiner à la plume, ça crée un lien vraiment organique. Donc, ça m'allait vraiment très bien. Et puis, bah, ça correspond au goût le type de dessinateur que je regardais beaucoup. Alors, Arthur Rackham, Bernie Wrightson, euh, Mhm. Franklin Booth, voilà, les graveurs. Je me sens très bien dans le noir et blanc. Et j'aime énormément la couleur, mais je me sens bien dans le noir et blanc. J'aime dessiner presque contre le noir. Euh, J'aimerais beaucoup dessiner à la carte à gratter, par exemple. J'ai peu de Ah plaisir bon. à dessiner, c'est-à-dire à crayonner sur de la carte à gratter, ce qui fait que Mhm. je le fais pas, mais je vois que je noircis beaucoup. J'ai besoin que le fond soit noir pour que la lumière se détache. Donc c'est une question de climat intérieur et puis de référence artistique. Alors dans votre, vous avez laissé Ornithomaniacs, en noir et blanc, alors que, par exemple, dans La tête de mort venue de Suède, il y a à certains moments, il y a de la couleur. Vous n'avez pas été tenté dans Ornithomaniacs d'apporter des touches de couleur, pour, ne plus en faire uniquement un ouvrage en noir et blanc, mais quelque chose qui soit dans la lignée de votre, avant-dernier album, La tête de mort venue de Suède? Je me permets un complément, Daria. Est-ce que du coup tu es du genre pointilleuse à ne pas supporter de laisser partir tes planches et donc justement, est-ce que tu as eu ce qui rejoint la question de Claire de as-tu eu envie d'y revenir? Ah non, alors je suis pas du tout comme ça. Moi, je peux laisser partir. C'est les histoires qui continuent à me hanter et puis où je retire un peu des fils. J'ai l'impression qu'il y a toujours du jus dedans, voilà. Mais c'est plutôt les histoires. Par contre, les planches, une fois qu'elles sont faites, parce qu'en plus, les planches d'Ornithomaniac sont des planches A2. C'est une vraie folie de remplir ça avec une toute petite plume. Donc, non, non, ça, j'ai plus envie d'y revenir. J'avais déjà installé dans Ornithomaniac une sorte de double façon de dessiner. Il y a des passages au pinceau quand on est dans le monde réel et le monde un peu imaginaire, en tout cas la volière, le monde des oiseaux, il est à la plume, voilà, avec les tout petits traits. Et j'ai prolongé ça dans La tête de mort ou dans Le bestiaire du crépuscule. Euh, le- les différentes strates narratives, en fait, euh, se découpent avec la couleur et le noir et blanc. Et là, c'était le pinceau et la plume. Donc il y avait déjà un double langage, on va dire. Mais j'aurais pas voulu le remettre en couleur, ça aurait pas de sens en fait pour moi. Vu qu'on Alors était déjà j'avais guidé par le pinceau. Mhm. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai une question sur le monde animal parce que, il est vraiment omniprésent donc, dans votre travail. Alors d'où vient, cette appétence, à vouloir représenter les animaux? D'autant plus que c'est enfin, moi j'estime que c'est extrêmement difficile de bien représenter les animaux comme vous savez si bien le faire. D'où vient cette envie de dessiner tous ces animaux? Euh, Peut-être pas tous les animaux d'ailleurs, j'adore dessiner les oiseaux, les poissons. Euh, ben, moi je trouve que c'est plus simple que de dessiner des personnages réels. Je sais pas vous dire.
sur une histoire où je dois dessiner des personnages, Mm. des hommes, des femmes, mais de tous les jours, voilà, sans caractéristiques particulières, et ben c'est plus difficile pour moi. Et des fois, ça me fait même reculer. Je me dis, est-ce qu'il faut vraiment que je dessine cette histoire où il y a si peu d'oiseaux, si peu de becs, si peu de... euh, voilà, Nini, j'ai pas de problème parce que c'est un personnage un peu fantastique aussi. Icare, c'est un squelette. Le professeur, c'est moitié homme, moitié oiseau. Donc, ça me semble plus naturel. Pour moi, c'est plus naturel que de dessiner des vrais personnages. J'ai encore beaucoup, beaucoup à faire. Ah oui. Et Voilà. c'est pour cela d'ailleurs que tu as choisi, pardon Damien, la tête de mort venue de Suède comme personnage plutôt que Ouais. de. Exactement, je me suis dit là, au moins, on risque rien. Je dessine des os, je suis tranquille. Et avec une petite chemise de nuit, ça me va très bien. Est-ce que ça veut dire que c'est les oiseaux comme les poissons, il y a un côté aérien par rapport au mouvement? Est-ce que c'est ça aussi qui vous intéresse? Le côté un peu mouvant, un peu fluctuant? Ah oui, ça j'adore le mouvement. Et même pour les personnages, ce que j'adore les dessins des animateurs. Et Mhm. pour les personnages, je mets beaucoup, beaucoup de temps à trouver la bonne position. Et quand c'est des personnages un peu expressionnistes, un peu, justement un peu fantastiques et qui sont pas ancrés vraiment dans le réel, je me sens beaucoup plus libre. C'est la réalité, moi, qui me pèse. Et pourtant, là, il faut que je m'y confronte et que, que, que je dessine. Voilà, j'espère que je vais réussir. Mais j'ai besoin que le mouvement soit un peu exagéré, qu'il raconte quelque chose. Et, et je suis plus libre avec les animaux. Voilà. Et est-ce que tu préfères les chevaux ou les voitures? Parce qu'il paraît que les chevaux c'est insupportable à dessiner, hein. Ah, c'est compliqué. Je crois que je préfère les chevaux. Ah, Oui, parce qu'il y a plein d'auteurs de bande dessinée, quand ils peuvent cacher les jambes des chevaux derrière, des gros cailloux, et tout ça, ils ne s'en privent pas parce qu'il paraît que c'est extrêmement difficile de. Et si je peux faire une référence, Oui. on a le livre de Guy Delisle, dont je vais évidemment pas retrouver le nom, qui était publié chez Delcourt, qui est sorti l'an dernier et qui racontait l'histoire de la première photographie de cheval ah oui, c'est ça. qui a Oui. changé la façon dont on illustrait les chevaux jusque-là, parce que en fait on s'est rendu compte avec la première photo que la posture d'un cheval n'était pas, voilà, n'était pas celle qu'on croyait. Non, non, c'est compliqué hein, de dessiner des chevaux, mais je pense que je m'en sortirais plus facilement qu'avec un vélo. J'ai plus de patience pour les difficultés liées au monde animal qu'au monde mécanique. Voilà. Mais ensuite, il faut le Et dessiner. Dessine, hein. alors, ça veut dire que vos références, votre documentation par rapport aux animaux, c'est quoi? C'est des photos que vous avez prises? Comment vous faites ça? Parce que du coup, pour avoir ce mouvement-là, il faut quand même trouver, pourquoi pas des scènes de cinéma ou je ne sais Ah quoi. non, non, je regarde comment le poisson est fait, mais c'est moi qui le fais bouger. Après, c'est de Mhm. la composition, voilà. Mais je cherche pas le poisson dans la bonne position en documentation. Ça, je vais jamais tomber dessus. Mais voilà, Voilà. j'ai plein de photos. Alors, des fois, je dessine même avec mon iPhone. Je regarde comment Mhm. est faite la carpe sur une petite vignette et puis je dessine à côté. D'accord. D'accord. Donc là, vous nous parlez donc de votre dessin, vous dites je dessine, et, vous travaillez donc en traditionnel. Est-ce que vous êtes tenté par un passage au dessin numérique, enfin à tout ce qui est du numérique et qui pourrait donc vous aider dans votre dessin? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Mais c'est même quelque chose que je fais puisque je travaille la couleur sur, à la palette graphique. Mais mes planches sont vraiment des planches noir et blanc. Elles ont leur équilibre en noir et blanc et ensuite je passe le trait noir en couleur. Et ça, je le fais déjà sur Photoshop. Donc, D'accord. et à la palette avec un stylo, je rehausse, je redessine un peu parce qu'il faut que tout dessin a sa logique. Donc, je suis obligée de retravailler, de repasser un peu. Mais je le fais surtout pour la couleur. Mes premières expériences d'édition couleur m'ont beaucoup déçue avec la couleur directe. Et avec le numérique, au moins, je suis tranquille, je sais que je vais avoir ce que je souhaite. Donc, je le fais déjà. Mais j'ai pas envie de me priver du papier et du dessin. Euh,
malgré la difficulté qu'on a maintenant à trouver un papier, enfin moi en tout cas, à trouver le papier qui me convienne parce que les productions sont arrêtées et que moi je gratte beaucoup sur mon papier, donc il me faut un papier suffisamment costaud et qui ne peluche pas pour avoir des lignes nettes avec une lame de rasoir. Et ça, j'en ai plus. Et malgré tout, je m'acharne, je cherche encore, je cherche encore du papier, je fais des essais. Et j'ai pas envie de me priver de cette étape-là. Le noir et blanc sur papier et la couleur avec l'ordi. Est-ce que, Qui tiens, explique que vos vas-y. albums sortent aussi en noir et blanc, hein. Précisons pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas votre travail que systématiquement chez Air Libre, quand vous avez donc un album qui sort enfin couleur, enfin noir et blanc et couleur, vous avez son pendant en noir et blanc qui sort en même temps. Ah, ça n'est arrivé que pour la tête de mort. Que pour la tête D'accord. de mort. Ah, je pensais que pour le Bestiaire, non, bestiaire aussi, il y avait... Non? non, il est vraiment resté noir et blanc et couleur. D'accord. Damien, Oui, si je te mais bien propose de sûr. passer à l'analyse d'une planche, qu'est-ce que tu Ouais. as choisi? Alors, Alors, toi, oui, je- Damien, rien pour le coup. alors, je sais que Parce que tu les nous proposes. gens qui nous suivent sur les réseaux aiment beaucoup lorsqu'on commence à commenter des planches, à ce que l'autrice ou un auteur explique comment il a fait. Alors, c'est Daria qui a choisi ces deux planches. Donc on va se plonger plus particulièrement sur la création, et ça c'est un truc vachement bien. Donc vous avez choisi deux planches dans deux albums différents, la page 33 du Bestiaire du Crépuscule et les pages 48-49 de La Tête de Mort venue de Suède. Donc C'est ça. on va Alors, essayer de les décrypter. On va essayer de donner vos intentions en dessin, en découpage, en narration. Voilà, et voilà. Et donc, on va d'abord commencer, si ça ne vous dérange pas, je sais pas lequel album vous avez. Donc, celui du bestiaire, vous avez, c'est ça? le Exactement. Alors, bestiaire, ouais, Alors, ce qu'il faut juste pour savoir, dire, c'est je diffuse sur Twitch hein, et diffusé en plein écran la planche en question. celle-ci, hein. voilà, Oui, exactement. attends. Non, c'est pas celle-ci. Non, Il y a- c'est la double page. c'est Ah, pas c'est la double page qu'on veut. D'accord, c'est la 48-49. Pardon. Voilà. Du bestiaire? Non, Ah c'est la non, 33, C'est bon, Yannick. C'est la pas 33 du celle-ci. bestiaire. La 33 du bestiaire. C'est On est c'est alors. pas celle-ci encore. On Oui, s- c'est bon. Non, non, c'est bon. alors, On va pas se tromper. Non, alors ça va. Non, c'est pas. redites-moi. Alors, remontre-moi s'il te plaît, Daria, que ce que toi tu vas. Que je me cale C'était bien. Tu sais, sur les oui, c'était poissons. avec les poissons, voilà. Donc, parce qu'il y en Attends, avait. parce que c'est pas celle-là que j'ai mise. Alors, donc on va faire la modification en temps réel. Hop, Bien hop, hop, je sûr. vais aller chercher là. Ça va me prendre 2 secondes, excusez-moi. Bah, si vous voulez peut-être commencer à en parler le temps que j'affiche la page. Bien sûr. Alors, Daria, donc, on va alors, donc se plonger dans votre tête, ce qui est formidable. Dans la tête d'un créateur, c'est pas toujours simple. Alors, déjà, avant de commencer, à quel moment exactement cette planche, donc la planche du bestiaire du crépuscule, donc la page 33, à quel moment cette planche arrive-t-elle dans le récit et pourquoi c'est une planche importante, pivot pour vous, pourquoi vous avez choisi celle-ci, bien particulièrement, déjà dans un premier temps. euh, je l'ai choisi justement parce que c'est pas la plus difficile à décrypter ou dans sa composition. Mais, voilà, Mhm. ça c'est plutôt dans les planches du bestiaire. Et celle-ci, je l'ai choisie parce que c'est une des premières planches que j'ai dessinées. Et c'est la page 33, mais c'est une des premières planches. D'accord, Elle fait partie ok, des 5 premières que j'ai dessinées. Et d'accord. c'était intéressant de voir. En fait, moi, il y a toujours des, des images qui me Mhm. traversent, que je mets sur le papier et qui sont les moteurs du récit, c'est-à-dire qui me donnent D'accord, envie de, de construire un récit. Celle-ci, elle est apparue très très vite. Euh, Donc après, il a fallu refaire du storyboard, essayer de faire les choses un peu différemment et elle se retrouve en page 33, mais elle aurait pu être la page 5 ou la page 3, voilà. Elle fait d'accord. partie de seulement. Et Donc vous expliquez que donc que c'est une page importante, une page moteur, une page pivot. voilà, euh,
comment vous l'appréhendez, puisque c'est les premières que vous mettez en page? Comment on appréhende une planche comme celle-ci avec, comme Yannick vient de le montrer à notre public, avec de très très beaux et de très très jolis et de très très gros poissons? Ah bah, ouais, c'est toute la beauté de la planche, c'est ces poissons et la Mhm, relation, d'échelle entre le poisson et le personnage et mhm, c'était pas évident pour Lovecraft, les poissons, enfin, il aime pas beaucoup les poissons, lui. Pas mhm. beaucoup, donc ça, c'était un élément de sa biographie que j'avais envie de travailler et tout de suite, il y a eu ça, c'était une image inspirante. Je me suis dit: «Bon, bah, il va croiser des poissons, dans ce parc, dans lequel il est enfermé, dans lequel il fait toujours des tours» et heu et le récit se construit à partir de cette image. En fait, il y a une vraie interaction entre les images et la dynamique du récit. C'est-à-dire moi, je ne suis pas mon propre scénariste, j'écris pas un scénario que j'ai Ah, que j'illustre après. Heu, d'accord. j'ai quelques intentions, j'ai Mhm, des recherches, un personnage qui m'intéresse et puis il y a des images qui arrivent et ces images construisent le récit. Enfin, il y a une sorte de relation un peu dialectique comme ça entre certaines images et puis l'écriture. Et jusqu'à la page 50, je ne savais pas encore comment j'allais terminer ce récit. Donc, c'est un peu des aventures, hein. Et d'accord. ces images sont des jalons. Et Mhm, ces jalons, voilà, je voulais montrer un peu. Ça, c'est pas une continuité. Ça a l'air d'être une sorte de continuité, comme ça, et oui. assez réfléchi et tout, mais pas du tout. Une sorte de chaos au début, une histoire, en tout cas en ce qui me concerne. Et voilà, voilà comment une page qui m'a aussi inspiré ce récit passe de la page 1 à la page 33 et comme ça tout au long du travail quoi. Vous avez dit tout à l'heure que vous faisiez donc à l'encre de Chine et c'était quasi organique parce que vous aviez besoin de ce mouvement. Est-ce que c'est important le mouvement d'une main quand on dessine, le rapport à la feuille? Est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous cherchez? Ah oui, oui, alors la plume elle est quand même assez dure. Alors ce qui est chouette c'est que Mhm, au moins elle me soutient. J'ai l'impression d'avoir une béquille, elle me tient. Mais c'est pas très souple la plume. Donc c'est vraiment le travail au crayon qui donne la souplesse et puis la plume après elle fait un autre travail. Et moi ce que j'adore c'est le bruit de la plume sur le papier, le petit bruit qui gratte comme ça. Et ça me berce quelque part. Alors, voilà, c'est pour ça que dans mes récits, il y a beaucoup de choses fantastiques qui surgissent. C'est parce qu'en fait, c'est assez hypnotique de travailler en faisant des petits traits comme ça et d'entendre. Ce qu'on n'a pas avec l'ordi, c'est silencieux. À part mais que oui. souffle quand il s'énerve, mais on n'entend pas ce petit rythme comme ça. Et selon. On n'imaginait pas le potentiel de drogue du dessin Ouais, non, de la plume sur papier, hein. Hmm. exactement. Donc, je pense qu'il fallait le dire pour que. Il n'y a pas d'effet secondaire en plus. Donc, c'est vraiment pas mal. On peut, ça peut Dis- durer des heures, C'est hein. ça, c'est 10 celles qui passent des heures, pas d'effet secondaire. Ouais, 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 bien sûr. C'est ça. Et alors là, puisque ces poissons sont impressionnants, est-ce que c'est les premières choses que vous dessinez à la plume pour bien les mettre en scène, puisque vous expliquiez tout à l'heure que vous, mais même beaucoup d'auteurs et d'autrices disent qu'on est metteur en scène hein, à l'intérieur d'une case ou dans une planche. On fait bouger ces personnages comme au cinéma. Est-ce que là, quand vous composez la case du haut, est-ce que c'est d'abord ça que vous mettez d'abord en premier et ensuite le personnage? Comment vous faites du coup? Euh, c'est comme j'installe un rapport d'échelle, c'est tout de suite les poissons et le personnage. Euh, il faut qu'il soit grand parce que lui, il est petit. Ce qui vient après, c'est le texte, hein, parce que clairement, il n'était pas du tout au début. Ça aurait pu être une grande illustration, d'ailleurs que j'ai repris en couverture, de la rencontre du personnage avec Hanka. Les arbres sont là aussi, mais la maison du gardien n'existait pas à l'époque. Euh, ça vient après, c'est-à-dire le décor vient après. C'est les personnages, la rencontre que je mets en scène immédiatement. Sachant que vous l'avez dit tout à l'heure, les décors, c'est très important pour vous. Il ne Ah faut pas ben les oublier non plus. non, faut pas les oublier. Ouais. Un jour peut-être, je ferai un truc sans Ouais. décor. Ce jour n'est pas encore venu. Ouais. Euh, donc ça, c'était
la première planche que vous avez voulu nous montrer, qui est une planche très forte, hein, puisque c'est quand même impressionnant par rapport à la grandeur de ces poissons qui ont, comme on disait tout à l'heure, qui sont presque en mouvement, ils volent quasiment à l'extérieur, ils sont pas dans l'eau. Bah, si je peux me Et permettre, Damien, si je peux me oui, permettre, je moi, pense que oui, justement, en plus, ça traduit quelque chose de cet album, parce que il y a le côté, enfin, des poissons volants euh, mhm, en couleur dans un monde noir et blanc gigantesque. On est vraiment sur toute la partie presque féerique Bah, c'est et onirique de l'album, qui en une planche est posée comme ça, très efficacement, quoi. ça. Ça a donné le ton de l'album. oui, La ok, couverture, je l'ai faite à peu près à la page 50, quand j'en étais à la page 50. Mais ce qui a donné le ton, voilà, c'est cette histoire de poisson. euh, ah les oui, poissons et les... d'accord. La couverture, vous n'attendez pas, comme certains, à la fin. Là, vous l'aviez fait au milieu de l'album, Souvent, finalement. au milieu, Ouais, en fait, c'est ouais, vrai. Une fois que j'en sais assez sur le récit, ça d'accord, donne une autre indication. Je crois que c'est la... Ouais, même pour la tête de mort, c'est vers la page 50 que j'ai fait la... d'accord, d'accord. Moi, j'ai une petite question. Je voudrais Oui, savoir vas-y. comment vous avez choisi ce verre qui est magnifique. Enfin, la couleur est vraiment, moi, je la trouve extrêmement belle. Et pourquoi cette couleur-là? Pourquoi ce vert? C'est pas du Alors bleu? là, C'est pas du bleu? alors, Ce vert Vert bleu, enfin, bleuté, c'est... vert Oui, bleuté. Non, c'était pour faire le coup de la robe. De quelle couleur était la robe? oui, alors oui, Voilà. c'est une question, je botte en touche, je ne sais pas, j'adore le vert. C'est comme pour le noir, je me sens bien Mhm, avec des fonds noirs, et ben j'adore le vert. J'étais petite, ma d'accord, chambre elle était peinte en vert comme mhm, ça. C'est moi qui l'avais d'accord. Ah, que ok, c'est vrai que les d'accord. poissons auraient pu être orange, ils auraient pu être rouges, ils auraient pu avoir du jaune, ils auraient pu. Là, vraiment, il y avait un choix de couleurs qui se présentait à vous. Enfin, peinte. et donc là, voilà, ce vert et il a un petit côté à la fois calme et hypnotisant, je trouve. Absolument. Mais alors justement, quand ils apparaissent, ils sont verts et très vite, ils rosissent. Ils deviennent encore plus réels, plus agressifs, on va dire, parce que c'est un peu les hallucinations du gardien. Il est seul à voir tous ces poissons. Donc, la première rencontre, ils sont verts et après, ils changent, ils se transforment. Et on va du vert au rose vif, comme sur la couverture. Oui, parce que forcément, là, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais la couleur, elle raconte aussi quelque chose, donc c'est toujours très important dans une bande dessinée. Quand il y a de la couleur, bien évidemment, elle joue un rôle hyper important dans les bandes dessinées. Euh, Ils évoluent en couleur. oui. Pareil que la jaquette, vous voyez, il y a ce fameux vert qui est comme substrat initial, et puis ensuite les choses se mettent à mûrir, à rosir, voilà. Ouais, c'est ça. Euh, donc, Yannick, est-ce qu'il est possible maintenant, et Daria aussi, pardon, c'est d'abord à vous que je vais te demander, est-ce qu'il est possible après cette première planche du bestiaire des crépuscules, on va passer à la tête de mort venue de Suède, et là, c'est une double page que vous avez voulu nous montrer. Là aussi, pourquoi avoir choisi cette double page? Est-ce que, comme tout à l'heure, c'est une planche pivot, une planche importante dans le récit? Oui, Yannick, c'est On est d'accord sur celle-ci. ça? Il y avait Non, deux choix, donc je t'ai mis celle-ci, je t'ai mis celle de gauche là, à l'écran. À à l'écran. D'accord. l'écran. Mais je vais rajouter celle de Voilà, droite après. bien sûr. Ouais. Maintenant. Mais je fais. Donc, est-ce que c'était d'abord pourquoi cette double planche? Et est-ce Mhm. que finalement c'est une planche pivot aussi, quelque chose d'extrêmement important dans le récit? Non, ça c'est pas une planche qui m'a entraînée. C'est pas une planche motrice pour le récit. Je les ai Mhm, choisis parce que là, il n'y a plus du tout de cases. Euh, mhm, l'espace de la page est très différent. Et c'est mhm, ce que j'adore dans la bande dessinée, c'est qu'on peut faire ce genre de choses. C'est que mhm, tout le monde commente un autre espace. C'est l'espace du rêve de René Descartes. On sait que René d'accord. Descartes a fait trois rêves qui ont été fondateurs pour lui, qu'il est devenu philosophe après avoir fait ses fameux rêves. Donc là, Mhm, ce rêve, mhm,
floraison comme ça, et puis il y a une réminiscence. Et il y a plusieurs espaces qui se croisent. On n'a plus du tout les bords de case. On ne sait plus vraiment où on est, mais pourtant, euh, il y a les dialogues. Ça reste, ça reste de la bande dessinée. Je les ai choisis pour ça, à cause des espaces emboîtés, en fait. Et D'accord. je ne connais pas d'autres lieux que la bande dessinée pour faire d'autres médias pour faire ce genre de choses. D'accord. Est-ce que, là, vous êtes en train d'expliquer, est-ce que finalement, vous avez composé cette planche en cercle concentrique, puisqu'on voit le personnage dans la planche de gauche, donc en tout petit, dans un cercle. Est-ce que ça veut dire que vous avez réfléchi votre planche d'une manière euh, en cercle concentrique? Euh, je... Non, pas vraiment. C'est plutôt comme un rideau de D'accord, théâtre. Euh, d'accord. si on, le rêve, c'est ce qui apparaît, et les animaux squelettiques sur les côtés, on dirait qu'ils tiennent le rideau du théâtre. Donc, c'est un petit D'accord. théâtre à l'italienne, quelque part, cette page. Et les animaux qui sont donc dans le muséum, donc on Mhm, voit le noir et blanc, mhm, ils sont accrochés au rideau coloré qui fait le rêve du crâne. Donc, on a les d'accord. personnages réels, c'est-à-dire les squelettes et le crâne qui sont toujours en noir et blanc. Et puis, Mhm, la rêverie qui tombe comme un drapé, qu'elle s'accroche, les personnages. Et puis, ils regardent à travers, voilà, un peu voyeur, ils regardent à travers le rideau et ils peuvent commenter. C'est un espace euh, complètement différent de ce que je propose bah, dans les... habituellement, Ouais, ouais. Damien, attends, je fais juste une petite pause. L'actu prend Bien sûr, Le euh, direct. bien le sûr. direct prend de l'importance. Nous, il se passe rien en dehors de chez nous. Et donc, nous accueillons Ouais. la chaîne d'Aurélien Morinière qui a lancé un raid avec un groupe de 30 spectateurs. Soyez Bonjour. bienvenus à toutes Mais et tous qui oui, nous bonjour. rejoignez. On sait que vous aimez, comme vous suivez Aurélien Morinière, vous aimez la bande dessinée, vous aimez le dessin. Eh bien, écoutez, nous sommes en train de décrypter les planches de Daria Schmidt. Donc, welcome parmi nous. N'hésitez pas à, eh bien, écoutez, à lui poser des questions sur la suite de la discussion. Oui. Voilà, Alors nous je vous redonne étions la parole. donc, ouais. Donc bonjour à tous ceux qui viennent et tous les gens qui étaient avec Aurélien il y a quelques minutes. Donc du coup, on était en train de parler de planches ensemble, de la façon dont on réfléchissait ces planches. Et donc vous étiez en train de nous expliquer que c'était comme un rideau, que ces animaux sur le côté comme un rideau de théâtre qu'il regardait à l'intérieur de la planche. Est-ce que là, du coup, il y a bien une très grande, comment dirais-je, il y a les animaux en noir et blanc, je vais y arriver, et la couleur pour faire un contraste. Est-ce que là encore une fois, à chaque fois pour vous, c'est important d'avoir des contrastes en couleur? oui, ben, c'est un peu pour donner des repères. Il y a des strates narratives, les strates et la couleur, voilà, c'est une sorte de rampe sur laquelle on peut se soutenir pour s'y retrouver un peu dans À mes vous, idées. Donc, d'accord. la couleur, c'est quand l'os commence à... quand les animaux squelettiques redeviennent des animaux réels, bon, bah, ils reprennent un peu des couleurs de la même manière. Quand le crâne reverdit, bah, il Mhm. pousse et il est envahi par la verdure. Donc, c'est- on plonge La dans... couleur là, ouais, la couleur là, elle sert de guide pour le lecteur dans ce sens-là. Ouais, oui, il me semble. D'accord. Sinon, ça serait vraiment... ça pourrait devenir un peu confus, hein, tout ça. Il y a Ouais. tellement D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que mes deux camarades, Claire et Yannick, ont eux aussi une petite question concernant cette double planche? Alors cette double planche, elle a la particularité, c'est d'avoir, pareil encore une fois, cette couleur verte qu'on ne va pas retrouver, ailleurs dans l'album puisque la couleur dans l'album, c'est plutôt du bleu
Là encore, est-ce que c'était un besoin impérieux pour vous de mettre ce fameux verre que vous aimez tant, donc dans ces 2 planches? Ah, ben, sans doute, sans doute. Le verre me poursuit malgré moi. J'aime les couleurs froides. Et Bien que là, moi, je la trouve quand même assez je la trouve pas froide, ce Non, verre-là. pétillante. Je Ouais, le trouve quand même extrêmement, lumineux, on sent que, voilà, le jaune, est bien marqué dans ce vert. C'est un vert, quand même lumineux comparé à au bleu qu'on voit souvent, en auréole, ou en aura autour oui, du crâne de Descartes, qui lui est vraiment, enfin glacial. Mais ce qui peut se comprendre puisque c'est un squelette. oui, absolument. Bah, ce verre, il avait aussi vocation donner quelque chose d'un peu spectral à ce qui est en train de se passer, puisque il donne à assister son rêve, c'est un vieux souvenir. Donc voilà, c'était un verre spectral qui marchait en plus avec. Là, j'ai été, je dirais, presque. Ça m'arrive pas vraiment souvent, mais j'ai été un peu premier degré. J'ai fait des feuilles vertes. C'est. Ouais, c'est foufou. Bah, après les poissons Normalement, je fais toujours une bleus. couleur un peu des. C'est Après, la couleur du. est-ce que on est ok sur le son là? C'est bon? Non, 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 c'est non, bon. non, pas du C'est tout. Non, bon, c'est que on a cru que d'un seul coup tu t'étais arrêté de parler, donc non, non, on t'entend pas bien. Ah, c'est bon, d'accord. Non, non, bah non, c'était. Oui. Non, d'accord, très bien. Moi, je vous laisse continuer, hein. C'est ok pour moi. Je voulais. alors moi j'avais une petite question parce que, donc, heu, le l'histoire de la tête de mort venue de Suède se passe donc à l'intérieur du Muséum d'histoire naturelle. Donc bien sûr, cette fois-ci, ce ne sont pas des animaux en tant que tels que vous avez dû dessiner, mais ce sont leurs squelettes. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire pour vous de dessiner des squelettes par rapport donc à des dessins d'animaux? Et il me semble avoir lu que vous aviez eu la chance d'être en résidence, dans ce magnifique lieu. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah oui, j'ai eu beaucoup de chance. Quand j'ai commencé le projet, quand j'ai produit, je sais pas, une dizaine de pages, j'ai eu envie de me rapprocher du muséum parce que c'était un lieu que j'allais pas quitter pendant 2 ans, en tout cas en images. Donc j'avais envie aussi que les scientifiques du muséum participent à ce projet. Donc j'ai été demander, taper à la porte et demander une résidence. Et voilà, j'ai été accueillie là-bas. Je pouvais rentrer quand j'en avais besoin, prendre des photos quand c'était fermé. Parce que oui, c'est compliqué de dessiner des squelettes, surtout de- dans une mise en scène comme celle-ci. C'était un dialogue, une discussion permanente comme ça. Et il fallait pas que ça soit trop statique, donc je tourne toujours autour de ces fameux squelettes. Et le trois quarts d'eau, c'est compliqué pour un squelette d'éléphant. Voilà, donc il fallait absolument que j'ai des tas de vues. Euh, je prétends absolument pas avoir été complètement réaliste dans cette histoire de squelette. Si on compte les vertèbres et les dents, on va pas s'y retrouver. Mais voilà, grâce au muséum, je pouvais rentrer et faire, voilà, me documenter comme je le souhaitais. Et puis surtout, les scientifiques ont pu m'aider pour toutes sortes de détails historiques, les controverses entre les scientifiques qui traversent le récit. Euh, Parfois, je les faisais réagir à mes dialogues parce qu'avec une phrase, il fallait que je sois quand même assez exacte, mais que je raconte ce qui pouvait se passer, par exemple, entre Lamarck et Cuvier. Donc, à plein de niveaux, plein de petits niveaux, ils sont intervenus avec moi voilà, pour que ce récit soit bien campé, qu'il n'y ait pas trop de bêtises dedans. Et j'en suis très reconnaissante. Ça a été une belle aventure. Voilà. C'était 2 ans au muséum.
Alors moi, Donc ce qui veut dire je connais moi un paléontologue qui s'appelle Oui. Ronan Alain, Ah ben moi qui aussi. justement, voilà, alors qui fait justement les fouilles à Angeac, à côté d'Angoulême, Ouais, qui est ouais. sur le premier site européen d'ossement. Et il y a des auteurs de bande dessinée qui viennent dessiner à cet endroit-là. Et Ronan, il adore la bande dessinée, donc je pense que vous avez dû avoir des accroches avec lui. C'est quelqu'un en plus qui est génial, donc voilà. Oui, oui, mais c'est vrai, ben, il a d'ailleurs signé un article en annexe du livre et lui, là, c'était vraiment la personne que j'ai le plus vue sur ce projet euh, Mhm. parce que d'abord, son bureau est à côté de la galerie d'anatomie Oui, comparée, donc oui. c'était lui qui me promenait, mais pas que lui, il y a eu Marc Herbin, et tout le monde m'a raconté des anecdotes de musée, par exemple. Donc je les gardais dans un coin de ma tête, et puis j'ai pu les réinjecter dans le récit. Ou même on aurait pu faire 3 livres hein, avec les anecdotes de musée, du Muséum d'histoire naturelle, sans problème, c'est très très riche. On m'a donné les plans du musée quand il a été depuis le début. Enfin, j'ai pu me diriger aussi dans les fonds photographiques du muséum, mais pas perdre de temps, voilà, ça a été un appui vraiment très précieux. Et Ronan, évidemment, c'est- Bien sûr. On a était... une petite question pour vous de la part de Fabrice 4145. Entre l'écriture, la mise en scène, le dessin et la colorisation, quelle est la phase de création que vous préférez et pourquoi? Là, c'est une question difficile, hein. Oui, Pas toujours difficile. c'est une question difficile. Qu'est-ce que je préfère? Alors, je crois que le début, c'est le plus stressant, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus agréable, on va dire physiquement, c'est quand tout est installé et qu'on n'a plus qu'à faire les fameux petits traits et se laisser bercer par le rythme. La phase de création, c'est-à-dire dessiner sur la planche et puis entendre d'abord les voix. Parce que j'ai une façon un peu comme ça de. Je mets la planche en. J'esquisse la planche. Je fais pas. Là, pour la tête de mort, j'ai pas fait de storyboard. Donc j'ai esquissé les planches. Et en même temps, j'avais une sorte de voix un peu en yaourt donc, dans la tête. Donc je dessine les bulles. Après, il faut que je rentre vraiment dans les dialogues en me disant qu'est-ce que cette planche va apporter au récit, qu'est-ce qu'on doit apprendre dedans, etc. Donc c'est une période un peu tendue, on va dire, cette période-là. Elle est très très intéressante, mais c'est pas là que je me sens le mieux. Je me sens ultra ultra stressée. Et après, ça commence à être super quand je crayonne et que les dialogues sont déjà à peu près posés, que je sais que la mise en scène est déjà là. Euh, c'est ce qui est sympathique, voilà, c'est de crayonner. Et puis, alors, voilà. Chaque phase est intéressante, c'est des phases très, très différentes. Et même l'état d'esprit dans lequel moi je me trouve à chacune des phases est très différente. La colorisation, c'est génial aussi parce on redécouvre l'histoire. C'est une autre perspective sur l'histoire. Donc, je ne sais pas s'il y en a une que je préfère à l'autre. Euh, il y en a qui sont plus confortables que d'autres, on va dire, mais toutes sont très intéressantes hein, et, euh, et permettent de voir l'histoire d'une façon complètement globale. Je ne peux pas répondre par une préférence. Alors, merci. Claire, je te relaisse la parole, je te redonne la parole, pardon. Hem, est-ce que c alors moi j'aimerais bien parce que l'histoire du muséum d'histoire naturelle, moi ça m'émerveille et est-ce que ça veut dire que quand on a le droit donc à cette fameuse résidence, on peut aller quand on veut au musée? Est-ce q ou alors est-ce qu'il y a quand même des horaires à respecter? Mais est-ce que vous vous êtes retrouvés donc dans ce musée à des moments où il n'y avait personne d'autre que vous? Non, pas personne d'autre que moi, parce que même quand il est fermé au public, il y a des scientifiques qui sont là et on en profite pour. Il y a une vie très intense dans les musées les jours de fermeture. Donc je n'ai jamais vu le musée toute seule. De toute façon, j'avais Ronan Alain avec moi tout le temps quand j'étais dans les salles, mais jamais vide. Je l'ai jamais vu de nuit, par exemple. Je n'ai jamais vécu la nuit au musée. Ben voilà, c'est la c'est Ouais. la question que je me posais. Euh, et pareil, il y a un moment où j'allais au Louvre. Euh, Ça, c'est mon futur projet qui a commencé en collaboration Futuropolis Louvre. Donc Mhm. j'allais au musée du Louvre tous les mardis. Donc
c'est fermé le musée du Louvre le mardi. Oui. Il y a une vie Mm. intense, même s'il n'y a pas le public. Donc, non, je ne connais pas de musée vide, ni le Muséum d'histoire naturelle, ni le Louvre. Est-ce qu'on passe à Bien la, sûr. à notre étape suivante, pardon, à notre Mais Oui, oui! bien sûr. Bien Et oui, sûr. puisqu'après Bien sûr. cette partie, donc présentation, analyse d'une planche, je vous propose de passer au club lecture de l'invité. Donc, Daria Schmidt on lui a proposé de choisir un album et Daria, donc, a choisi un album qui fait partie des albums marquants de l'année dernière, cette année, et c'est Detroit Roma, hein, d'Hélène Husdin et de Bonnie, son fils, publié aux éditions Sarbacane. Et c'est Yannick qui va se charger de cette chronique. ou pas de cette chronique, mais en tout cas qui va se charger Oui, de partager, de modérer. de modérer cet échange. Voilà. Daria, toi peut-être, commençons par toi. Hein. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cet album est-ce que c'est Hélène Husdin que tu connaissais? Est-ce que c'est l'album en lui-même? Dis-nous tout ce qui t'amène toi à ce livre. Non, c'est vraiment l'album. C'est un album, je connaissais le travail d'Hélène, mais je ne la connaissais pas particulièrement. Euh, et C'était pendant la période de dédicace, donc comme j'écumais les librairies, j'ai vu cet album et je m'en suis saisie et bien en appris parce que franchement, je crois que c'est un livre complètement épatant. Et quand je l'ai lu, j'ai écrit à Hélène, c'est pas pour lui dire à quel point j'avais trouvé ça splendide. Et du coup, maintenant, on échange. On s'était retrouvés sur Métal Hurlant, on avait toutes les deux, mais voilà, ça a été une occasion et un déclencheur. Je trouve que ce livre est vraiment une réussite totale à tous les points de vue. À tous les points de vue. Je vous laisse dire tout le bien que vous en avez certainement pensé, mais moi, je l'ai adoré. Alors, un petit mot d'avis global, peut-être Claire ou Damien pour démarrer? Alors moi, Oui. c'est Bah, un vas-y. album que j'avais, que j'ai lu un peu l'année dernière, mais dans lequel j'avais eu un peu de mal à rentrer. Et là, sachant que voilà, c'était l'album que vous aviez choisi, là, je me suis dit non, allez, allez, il faut. On Et y donc, va. on y va. Et alors, c'est un album, c'est une lecture que j'ai faite. Alors, juste après La tête de mort venue de Suède, parce que je ne l'avais pas encore lu. Et là, j'ai eu l'impression de me retrouver donc dans deux œuvres créées par deux femmes. Et alors, d'avoir un rendu, mais alors diamétralement opposé. Autant on a l'impression que votre dessin, vous, est hyper cadré, hyper structuré, hyper réaliste. Autant parfois le dessin d'Hélène Husdin, on a l'impression d'avoir des formes molles, enfin des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que euh, c'est vraiment deux façons vraiment diamétralement opposées d'aborder la bande dessinée. Et c'est vrai que toutes les deux, vous nous faites faire un voyage. Alors, il y en a un, c'est un road trip. Vous, c'est un voyage souvent dans le temps ou dans l'imaginaire. Il y en a un, c'est réaliste. Mais Hélène Husdin, voilà, part aussi dans des choses qui peuvent être un peu oniriques. Et donc, c'est vraiment... c'est très intéressant. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir ces deux lectures, l'une à la suite de l'autre, vraiment à 24 heures d'intervalle, parce que ça me montre, enfin moi j'ai eu l'impression grâce à vos deux albums, de voir vraiment la richesse de ce qu'on peut trouver en bande dessinée. Ah, c'est vrai, quand on a ce livre, alors diamétralement opposé, je ne sais pas si on peut dire ça, je ne sais pas si on est à deux bouts comme ça, chacune à un bout de table, parce que le début, le tout début de l'album, là, il y a énormément de styles différents. C'est Mm. Oui. ça que je trouve très très riche. Il y a une liberté. euh, elle peut faire un dessin très très assuré et réaliste dans les premières pages, absolument splendide. Et puis ensuite passer justement à ces fameuses formes un peu moins définies à la peinture.
Il y a des dessins à l'encre qui sont Oui, lors du carnet de croquis. Euh, Elle est à la fois complètement onirique et presque plus réaliste que moi des fois, dans les visages. Elle se permet tout en fait. Et tout est réussi. Donc pour moi, c'est le Graal en fait. Son livre, c'est magnifique. Pour la, D'accord. pour la mise en page, pour le langage bande dessinée et en même temps les relations au cinéma. Elle se permet même de dessiner de la musique. Et en effet, il y a un dessin qui est musical et on entend les chansons en même temps qu'on lit l'histoire. Euh, Il y a énormément de sens qui sont sollicités, à la fois l'ouïe, la vue, euh, l'intellect, la lecture, enfin il y a vraiment tout là. Et l'histoire est formidable aussi. C'est pas linéaire, on finit par reconstruire toutes les pièces du puzzle. oui. Il y a énormément de références. Et on lit. Moi, j'étais passionnée, c'est-à-dire, je lisais comme un page turner. Et pourtant, on ne peut pas le lire vite parce qu'il y a tellement de détails, c'est tellement beau qu'on est obligé de ralentir la lecture pour profiter du dessin. Enfin voilà, c'est un hommage, un Da- Da- vrai. Et Damien, puis est-ce que alors, tu veux? Oui. complètement dingue, hein. Oui. Oui. Non, j'étais en train de me dire que si sur le chat il y avait des gens qui voulaient réagir, si des personnes avaient lu cet album, et voilà, ou réagir à ce que Daria avait dit, et peut-être que ça va vous donner l'envie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Hélène Husdin, moi j'avais lu René au bois dormant Ouais, avant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Yannick, Claire et moi, nous faisons partie de l'association des journalistes de l'ACBD. Et cet album, René au bois dormant, on avait donné un prix à Hélène Husdin, et celui-ci, il était aussi en sélection du Grand Prix, du prix, hein, un des prix de la CBD. Alors moi, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est hyper cinématographique, et même si oui, tout à l'heure on disait, on parlait que il y avait, ça pouvait être très éloigné. Bah, comme c'est le cinéma, comme la bande dessinée, c'est une narration aussi visuelle. Souvent, il y a beaucoup d'accroches, il y a beaucoup de choses dans le cinéma et dans la bande dessinée qui sont identiques. C'est un peu il y a beaucoup de langage commun, puisque la bande dessinée, c'est un langage, comme on a dit tout à l'heure. ouais, Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est quelque chose de très différent. En effet, il y a beaucoup de styles graphiques différents. ouais, C'est aussi un très joli portrait de femme, il ne faut pas oublier de le lire aussi. bien sûr. Et puis il y a aussi tout le travail que Hélène Husdin a fait avec son fils Bonnie, qui Mhm. transpire aussi dans cet album. Il y a vraiment, en effet, c'est très riche. On prend le temps, on peut prendre le temps de le lire, même de le redécouvrir, parce que il est très, oui, il y a beaucoup de détails. Donc, ouais, c'est un album qui a été marquant. Et si on laisse un peu reposer, on pourra le reprendre à un autre moment Ah ou le oui, relire. on peut le reprendre vraiment, mais là je vous montrais, je ne sais pas Mm. si on peut le voir, mais Si, ce si, si. travail au noir et blanc, là, la Ouais. double page illustration, c'est Mmh. Mm, complètement. Mm. mm. Ouais, celle-ci. Et elle aussi, là, elle fait vraiment pas mal de petits traits, hein. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris. Et, Tu veux dire que tu alors, compatis, c'est ça? Tu te projettes? complètement. C'est ça. Euh, Mais et d'ailleurs, en parlant. Ouais. c'est cinématographique, mais c'est vraiment de la bande dessinée. On ne peut pas faire ça au cinéma. Non, Ce on qu'elle, est d'accord. je cherche, j'avais mis des petits signets. Et par exemple, Ah oui, cette transformation Oui, Mm. de femme, ah oui, ensuite on oui. arrive sur de la photo, cette façon de séquencer une seule et même image avec la voix qui arrive dessus, la narration, les narrations, comment dire, il y a le narrateur, puisqu'il se passe, il y a une concomitance comme ça sur la page qui est extraordinaire. Et ça, c'est vraiment la bande dessinée qui le permet. Et même si le thème est un peu cinématographique, avec les références au cinéma direct, Thelma et Louise, tout, Bien euh, sûr. et ben c'est purement de la bande dessinée, et c'est ça qui est extraordinaire en fait, dans ce livre, entre autres, hein. Et alors, On je pourrait vais en parler des heures. Ouais, ouais, c'est ça. juste pour dire, en fait, je suis 100% d'accord avec vous, mais je serai le Ah, mais du Mais soir.
100% Ah, 100% d'accord, parce que enfin, je trouve ça absolument brillant. Vraiment, tout ce qui vient d'être dit est juste. Il y avait en plus, il y avait un enjeu pour Hélène, je pense, après avoir fait un premier livre absolument marquant, qui avait été primé plusieurs reprises. Je veux dire, le démarrage, entre guillemets, il y a la pression. Donc elle livre un deuxième bouquin qui est du même niveau, qui est de la même, enfin, qui montre que c'est une grande artiste et une grande autrice. Ça, il y a pas de souci. Mais moi, ce qui me manque, moi, dire ce que j'avais eu sur René et que je n'ai pas eu là, c'est une accroche émotionnelle. Donc là, on C'est est vrai. sur le total personnel, hein, du coup. Je fais vraiment la distinction. Et en fait, j'ai presque eu, devant tant d'intelligence, tant de virtuosité, il m'a manqué à moi cette accroche du cœur émotionnel dans lequel j'ai pas réussi à me projeter. Mon cerveau a ah, fonctionné à fond on a. et a été Ah bah, dis donc, bluffé. voilà. Est-ce que je suis plus que le dernier que l'on voit? Les autres sont figés. De quoi? Non, non, non. Alors, On te. Non? ah non, 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 mais c'est que vos trois images étaient figées là. Donc, Ah bon. non, non, pardon. Ah, Je- J'étais alors, surpris. Je me suis dit, je suis plus que tout seul, mais non, pardon. alors c'est étonnant, Yannick, parce que moi, j'ai eu ça pendant la première moitié de cet album. Et il y a un moment, on commence à deviner les liens qui existent entre Summer et Becky. Et là, à partir du moment où j'ai commencé à deviner ce qui pouvait exister entre elles, eh bien là, ça a retourné la situation, ça a retourné le scénario et j'ai eu comme une envie vraiment là de ne plus lâcher l'album. Alors que la première partie, je l'ai lâché 2 ou 3 fois. Mais alors, quand il y a eu ce petit déclic où je me suis dit, mais il y a quelque chose entre elles, j'ai envie de savoir. Et là, je trouve qu'elle a instillé quelque chose de voilà qui m'a donné envie de bah voilà d'aller jusqu'au bout et d'en savoir plus sur l'histoire de ces 2 jeunes femmes. Ouais, on a Voilà. vraiment envie de connaître l'histoire, hein. Mmh. Est-ce que moi, j'ai dû aller très vite pour lire l'histoire, puis après, je revenais dessus. Donc, ouais, c'est vraiment, vraiment un chouette livre. C'est comme, moi, ce que j'aime, c'est les monstres aussi, Oui. c'est un peu Mhm. la Ouais. même famille. Ouais. Mhm. On l'a primé aussi. Euh, Ouais. oui, Ouais, On oui, est d'accord. on a donné aussi. Oui, oui, on a voté pour ces albums-là moi avec aussi. enthousiasme. Moi, j'ai une petite question, Daria. Donc il s'agit donc d'un road trip, hein, cette histoire. Est-ce que c'est un genre, qui vous attirerait, pour votre travail? Est-ce que faire, un album dans lequel, il y aurait un road trip, est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable pour vous ou Je, pas du tout? je tente un bout de réponse. Je tente un bout de réponse. Je Ouais. dirais oui à partir du moment où il n'y a rien de réaliste dedans et où il n'y a pas de Ah oui, voiture à c'est ça. dessiner. Un road Parce Ouais, qu'il y a trip une à d'autres, voiture, un road voilà. trip à d'autres saumons peut-être, mais ouais. Ok, mais alors, pas dans une voiture. Voilà. Mhm. Non, non, mais je peux pas répondre à ça. Je sais pas du tout. Je trouve que c'est les projets, c'est assez mystérieux. Ça nous tombe un peu dessus comme ça, je peux pas dire. Mais c'est vrai que c'est un peu réaliste pour moi. C'est quelque chose que j'adore voir, que j'adore lire. Moi, j'adore lire des romans noirs, par exemple. Je suis fan. Mais je sais pas, je pourrais pas les dessiner. Donc, il y a des choses qu'on peut dessiner, dans lesquelles voilà, que je peux écrire et dessiner, d'autres choses que je peux écrire mais pas dessiner, et des choses dont je me régale quand je suis lectrice ou spectatrice quand c'est un film, mais dans lesquelles voilà, que je pourrais pas faire moi-même. Donc le road trip, je préfère le faire moi, avec voilà, quand Olivier J sera rentré, peut-être que moi je partirai à Mhm. mon truc, Oui, c'est ça. mais peut-être pas le dessiner. Ok. Est-ce que vous avez Euh, encore des questions sur, non, mais, sur cet album? on a non. eu Est-ce des qu'on Mais essaie échanges. de passer c'était oui? ouais, c'était super intéressant. Est-ce que vous en aviez sur le chat? J'ai pas l'impression. Non, Non, pour je sais l'instant, pas. j'avais pas Euh, Roma, c'était ok. ouais. On a Ouais. Voilà. bien eu, Donc il y a trois romans. on a bien eu un glitch à un moment donné, donc un blocage de Twitch. Voilà, faut croire que c'était
ma connexion qui a dû chahuter pendant que je vous parlais. Moi, je pense que Internet voulait me couper la parole. Voilà, Nous couper ouais, le me sifflet. couper le Ouais. sifflet. Ouais, c'est Claire, ça. on te redonne la parole sur la suite? Et oui, Oui. parce que bah oui, mais je vais vite redonner la parole à Damien, puisque Ah, bah c'est génial. lui Bah qui oui. va être chargé de la deuxième partie interview. Alors, Oui. tu as peut-être pas regardé les messages, Claire, mais on s'est dit que la deuxième partie d'interview, on allait la raccourcir singulièrement pour essayer de rester dans nos Bon, créneaux. Puisque il bon, nous Oui. reste, pour ceux qui n'étaient pas là au début, normalement, il nous reste une dizaine de minutes à partager ensemble, histoire aussi de ne pas prendre toute la soirée de Daria et de rester dans des horaires raisonnables. Ouais, c'est ça. eh bien Parce qu'on alors a moi je beaucoup plus vais. échangé, on a beaucoup plus échangé que ce qu'on avait prévu Oui, initialement. C'est très bien bon. et c'est vachement Alors bien. moi, je vais donc parler de quelque chose j'ai dont j'ai commencé à parler tout à l'heure et dont Damien a mentionné l'existence, c'est le prix Artemisia. Alors, le prix Artemisia, c'est un prix qui a été con je vais y arriver, On est... cofondé en 2007 par Chantal Montelier et Jeanne Pujol. Et donc, le prix Artemisia a pour objectif de mettre à l'honneur la production féminine dans la bande dessinée, toujours plus abondante et talentueuse pour le scénario et ou le dessin. Alors, ce prix est attribué par un jury qui est composé donc de Chantal Montelier, Isabelle Baumné-Chaland, Julie Scheibling, Julie Sicot-Maillet, Patrick Gomer, Pascal Guichard et Christophe Villain. Et alors, cette année, comme les autres années, ils ont décerné des prix. Cette année, il y a donc eu 6 prix, dont ce fameux Grand Prix qui a donc été remis donc à Daria Schmidt pour La tête de mort venue de Suède. Alors ainsi, Daria, vous avez succédé à Anke Feuchtenberger avec La camarade coucou qui a reçu le Grand Prix Artemisia 2025. Alors, vous aviez déjà reçu ce prix pour le dessin, c'est ça, en Oui, 2018. C'est ça. 18. 18, ouais, c'est Voilà. ça. Pour un Pour la mention dessin. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que ça vous a fait cette année de recevoir le prix Artemisia, enfin le Grand Prix Artemisia de l'année 2026? J'étais ravie. Ils ont, depuis Ornithomaniac, euh, Chantal Montelier et le jury du prix Artemisia suivent vraiment mon travail. Ça me touche beaucoup. Pour Ornithomaniac pour les dessins. Ensuite, pour le Baissière du crépuscule aussi. Je crois que c'était la mention du fantastique, si je ne me trompe pas. Et là, c'était le Grand Prix. D'abord, j'ai été surprise de l'avoir parce que la thématique n'était pas directement connectée avec les enjeux du féminisme ou il n'y avait pas vraiment de femmes impliquées dans le récit lui-même. Euh, donc, je pensais pas l'avoir quelque part. Et ça m'a fait vraiment très plaisir, surtout de voir la fidélité et puis le regard sur mon travail. Voilà, j'étais très heureuse. Donc moi, j'ai eu la chance d'être dans le public ce soir-là. Ouais. Et donc de vous voir donc à côté de ce fameux Olivier J. Il y avait Olivier, Christophe. Olivier Jalabert, citons-le au moins Oui, une oui, fois dans la allez, soirée. Oui, on va bien sûr. rendre à Parce que, César ce qui est à César. pour Et information, donc de il est à l'écran, puisque Claire vous avez pris en photo Daria oui, avec je vous avais Christophe pris en photo et Olivier avec à ce Christophe moment-là. Villain, voilà. Et donc c'est vrai que je vous ai senti extrêmement émue ce soir-là. Est-ce que vous aussi vous sentiez que on pouvait nous aussi ressentir votre émotion? Enfin, on a senti que c'était très très fort. Non, mais j'étais certainement émue. Puis de toute façon, je suis quelqu'un, j'ai toujours le trac, donc mais j'étais vraiment très heureuse. Je vous dis, puis j'aime beaucoup. Je mets quand même longtemps à faire un album, donc ça fait combien de temps ça fait pour le Bessière? Ça faisait 3 ans. J'avais pas revu Chantal. C'est comme une petite famille en fait quelque part, et c'est un petit théâtre ce prix Artemisia, donc ça me faisait vraiment plaisir d'être là. Voilà. Ça Et plus le track habituel, ben, ça, ouais. ça donne le résultat que vous avez auquel vous avez pu assister. Mm.
Et c'est vrai que le lieu était particulièrement bien choisi cette année avec la galerie Huberti Brens. C'était vraiment un lieu chaleureux. On n'était pas extrêmement nombreux, hein. Je pense qu'on n'était pas plus d'une trentaine de personnes. Et c'est vrai que ça a été un moment extraordinaire. Et j'avais envie de citer les 5 autres femmes enfin, un peu plus, qui ont reçu. Donc, il y a eu un prix spécial Résistance, Syndrome Italie, de Tiziana Francesca Vaccaro et Elena Mistrello chez Presque Lune. Le prix Beaux-Arts, Le Dernier Peintre, de Mandragore chez L'Œuf. Le prix Humour graphique Betty Boop de Véro Cazot et Julie Rochelot chez Dargaud. Le prix Initiation, C'est ainsi que je suis née, de Fanny Michaelis Casterman, qui d'ailleurs avait une exposition en même temps chez Huberti Brens. Et enfin, le prix Métamorphose, c'est Prix qui trace mon corps, de Mansouré Kamari chez Casterman. C'est donc ce magnifique album, je vous le montre. Il est là, il parle des femmes en Iran et je pense que on ne peut pas oublier ce que les femmes vivaient déjà avant en Iran et ce qu'elles vivent en plus en ce moment avec la guerre. Je pense que c'était important de mentionner cet album. Donc, Est-ce que, Claire, si je pourrais rajouter un mot sur le prix Artemisia, oui, vas-y. juste pour dire que moi je les remercie grandement parce que je sais plus, il y a 4 5 ans, en tant que journaliste, donc je regarde la sélection et puis à ce moment-là, je me dis mais j'ai lu aucun des albums de la sélection et grâce à ce travail qui a été fait, je me suis dit attends, il y a un problème. Tu n'as, enfin, que tu sois passé, on connaît les gens qui sont derrière le prix, c'est des gens compétents, de qualité, voilà. Si ils ont vu des bons albums ici, toi tu les as pas vus. Et je veux que depuis, je me pousse et je me force à identifier les albums d'autrices pour cesser d'invisibiliser les autrices dans mon travail. Et donc je trouve, voilà, on peut leur rendre hommage aussi pour ça, pour qui veut bien écouter ce qu'ils ont à dire et ce qu'elles ont à dire, et bien on peut progresser dans notre pratique professionnelle aussi dans le monde de la BD. Voilà, j'en profite parce que je les ai sortis aussi. Ça, c'est le prix, donc c'est l'album qui précède celui de Daria. Donc c'est le camarade Coucou qui a eu donc le Grand Prix Artemisia 2025. Et j'aurais voulu aussi signaler que pas pu être avec nous, ce jour de février, Elena Mistrello, puisque la dernière fois qu'Elena Mistrello avait pris l'avion pour aller en France, elle était repartie aussitôt puisqu'elle n'avait pas pu débarquer pour des raisons politiques, à moins que ce soit politicienne. Et donc, elle était repartie, mais les autrices avaient fait paraître, il y avait une petite vidéo où les autrices voilà, exprimaient leur contentement d'avoir reçu ce prix pour leur album Syndrome Italie, pour un prix Résistance. Voilà. Est-ce que, Yannick, On n'est pas on arrête là avec le Euh, prix Artemisia? oui. Est-ce qu'on essaye? Tu voulais parler, toi, mais on l'a déjà évoqué parce que c'est vrai qu'on avait voulu parler des influences et des inspirations de Daria Schmidt, mais là, je pense qu'on a quand même pas mal évoqué Oh, le. je pense qu'on peut dépasser de 5 minutes. Je pense que On j'aimerais peut bien aussi- en fait Oui, parler de ces, en fait refaire du lien, de vous proposer du lien, puisque chers viewers, on espère que ce soir que vous aimez le noir et blanc parce que évidemment Daria est très présente désormais sur ce style graphique. Or, on le sait, elle a tout pompé sur un artiste obscur du 19e siècle au nom un peu bling bling, Gustave Doré. C'est un petit Eh gars oui, qui est mort en 1883, qui a vaguement marqué son époque en tant qu'illustrateur, et caricaturiste, et peintre, et lithographe, et sculpteur. Un touche-à-tout un peu bobo, quoi, enfin, comme à l'époque, hein, évidemment. Certains prétendent qu'il serait un des pères fondateurs de la bande dessinée et qu'il aurait inspiré 2 3 BDistes comme ça en passant. Mais bon, on retient quoi de Gustave Doré concrètement? Pas grand-chose, si. Si. Bon non. voilà, donc je vais arrêter de faire faussement le gars blasé. Oui, évidemment que Gustave Doré est un maître de l'illustration en général, qu'il l'a démontré en de nombreuses occasions. J'ai mis une petite vignette à l'écran pour le rappeler. On retient notamment 3 dimensions dans son travail. Le clair-obscur, soit un jeu de contraste violent entre les noirs profonds et des sources de lumière intense.
Pour mettre en scène du divin, du mystérieux, du tragique, ben, c'est parfait. Il y a le gigantisme. Il se faisait pour spécialité de confronter, ce dont on parlait avec Daria tout à l'heure, entre les poissons et son personnage, immensité et petitesse dans ses dessins, avec évidemment un effet épique assuré. Et puis, la densité de la hachure, pareil, on en a parlé du côté addictif avec Daria de la hachure, sur un trait quasi photographique. Et pour moi, il sculptait littéralement le papier pour donner à voir des textures, des volumes et des profondeurs de champ. Je pense que c'est vraiment les 3 points qu'on retient. Et donc, qui sont les artistes qui, comme Daria Schmidt, peuvent être placés dans une filiation artistique. Je ne vais pas tous les nommer, vous pourrez en citer en chat si vous avez envie. En Europe, on va déjà distinguer, à mon avis, un trio de monstres sacrés. Philippe Drouillet, Françoise Keuten, Andreas. 3 pays, trois origines géographiques différentes, mais des maîtres du dessin, du noir et blanc, du grandiose. Je crois que là-dessus, on sera unanime. On pourra aussi parler, pour des gens peut-être un peu moins connus, d'Alberto Varanda, notamment dans La Mort Vivante, chez Comics Bureau, Thomas Haute et ses BD en carte à gratter on a évoqué la thématique avec Daria tout à l'heure, ou Éric Lambet et son paysage après la bataille, ça c'est pour apporter un peu plus de nuances chez les francophones, enfin plutôt chez les Européens. Mais Doré a aussi inspiré aux États-Unis Bernie Wrightson et son monstre, par exemple, qu'en est un parfait disciple. Daria a évoqué Bernie Wrightson tout à l'heure. Mais on peut parler aussi de Neil Adams et de ses anatomies sculptées, ou Frank Miller et ses noirs et blancs absolument intenses et clivants qui peuvent compléter le tableau. Et même au Japon, le petit français s'est fait un nom, puisque on pourra citer Kentaro Miura et son Berserk, qui s'intègre parfaitement à l'esthétique de l'Enfer de Dante, qu'a pu mettre en scène Gustave Doré, Tsutomuni Ei, qui écrase les lecteurs de blâme par les architectures comme Doré, et je pense aussi à Nagabe, l'auteur de L'Enfant et le Maudit chez Komiku, qui est une série qui pour moi est une véritable déclaration d'amour à cet artiste. Voilà un Ouais, petit échantillon. Ouais, Daria, vas-y, juste je conclue et je te la donne la parole, justement. un des Voilà. rares Ouais. que j'ai lu, Berserk, je connais évidemment, Junji Ito, alors je sais pas si on peut le... Bah, c'est quand même, pour le noir et blanc, c'est quand même magnifique ce qu'il fait, mais Oui. je vois pas vraiment l'affiliation avec Doré. Il faut pas oublier non plus Franklin Booth aux États-Unis, parce que c'est pas un graveur, il fait tout, c'est un dessinateur, et, euh, et lui aussi c'est une grande source d'inspiration, si on regarde les nuages, vous voyez qui c'est, ou bien les Robinson, William East Robinson, Mhm. sur Rackham, et Ah Daumier oui. aussi, moi j'adore Ah Daumier. oui, oui. Ah ouais. Justement pour le mouvement, pour un dessin un peu plus libre. Il y a des points communs dans l'inspiration, pas exactement dans la réalisation, mais voilà, ce sont des choses que je regarde. Et Virgile Finlay aussi. Et donc évidemment dans le chat nous avons un humoriste dans le chat, il faut le savoir, Daria, il est là, il nous a manqué parce qu'on l'a pas vu ce dernier temps, mais Oui, Fabrice qui nous parle de la brioche, qui demandait si on allait parler de la brioche dorée, évidemment, donc une petite fin pour un petit creux peut-être pour Fabrice. Voilà, et en fait ce dessin, pour terminer, mais tous celles et ceux qui ont été inspirés par Gustave Doré dont on a pu parler ce soir représentent à mon sens comment dire, c'est grandiose, c'est impressionnant. Et c'est sans doute cela que les vieux cons de la BD, je pense à quelques personnes qui se sont exprimées après le Grand Off d'Angoulême, voudraient pouvoir lire en permanence au lieu des dessins supposément simplistes du roman graphique. Je crois que les deux styles sont compatibles et ont un intérêt autant l'un que l'autre. Merci pour nos grands anciens. Eh oui, c'est ça. Bien sûr. Alors pour terminer cette émission, ce live, moi j'aurais voulu qu'on passe donc par la BD Tech de Daria Schmidt. Je crois que Yannick, vous avez proposé de nous présenter 2 ou 3 albums que vous pourriez recommander à celles et ceux qui nous regardent. Alors qu'avez-vous choisi, Alors, c'est nous Daria? qui choisissions dans sa liste. oui, Exactement. Rappelle-toi. C'est Donc elle c'est ne bon. sait pas, sur quoi on veut la faire causer. Absolument pas. Mais de toute façon, déjà, il faut dire que c'est une question vache, parce que les 2, 3 albums sur le millier d'albums magnifiques qu'il y a dans ma bibliothèque, là, juste en face de moi, c'est quand même vache d'en choisir 5. Et ensuite, des fois, on en choisit un parce qu'il est en résonance avec des préoccupations du moment, ou bien parce qu'on regarde plus particulièrement
pour X raisons, quoi. Ça change toujours, c'est fluctuant, les Bien 5 sûr. préférés. Moi, je ne peux Bien pas sûr. imaginer de préférer à vie 5 albums de bande dessinée, ni 5 musiciens, ni voilà. C'est des choses qui sont toujours amenées à bouger, tout ça. Donc là, Oui, ça se tenter, trouve dans 5 jours, vous aurez absolument, d'autres. Exactement. C'est absolument. comme moi aussi, Dans quand 5 on me jours, demande. Ouais, c'est ça. voilà. Moi, quand on me demande ce que j'aime, 3-4 jours après, je peux dire d'autres choses. Bah, c'est Donc, les monstres. c'est la richesse de la bande dessinée aussi. Ce que C'est t'aimes, ça. c'est les monstres, Damien, c'est bien. Ouais. Oui, bien évidemment. Aussi, Et donc, aussi, bien évidemment. on avait envie Daria, que tu nous emmènes en terre américaine, en l'occurrence. Et en Ouais. démarrant, tu nous avais proposé Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay. Ouais. Ah, Qu'est-ce que. il faut que je Ouais. parle là-dessus. Je parle du géant absolu. Ben, ça euh, c'est formidable. Ça a été une inspiration tout début. Je l'ai regardé au tout début quand j'ai commencé la bande dessinée. Et c'est complètement magique en fait. Le médium est très très utilisé, c'est-à-dire les cases fondent, les cases changent de forme. C'est euh, c'est presque cinématographique tellement il y a de mouvement. J'adore le trait. Euh, J'aime cette idée du rebondissement à chaque page, c'est-à-dire, bah, des fois ça dépasse quand même la page, hein, mais de cette aventure qui est un rêve et puis qui, avec le petit garçon qui se réveille à la fin de la page. J'aime tout, quoi, même les couleurs. Hein, c'est la Bible, Little Nemo. On peut regarder ça toute une vie, je pense. Voilà. Et ce qui est incroyable, me semble-t-il, c'est qu'on est en 1905, au Ouais. moment où le médium commence à peine à naître, et Winsor McCay est déjà en train de le faire sauter dans tous les sens. Ah C'est. oui, on peut pas mieux faire. Et en plus, il y a un rapport à la typographie, et dans les cases, et sur le titre. Même le titre raconte quelque chose. Enfin, euh, le dessin est magique, c'est complètement magique. D'ailleurs, c'était une sorte de magicien. Winsor McCay, il dessinait dans les cirques. C'était un performeur incroyable. On reste en terre américaine, on a choisi trois, et donc à l'écran, je vous mets un certain tigre que nous sommes très nombreux à aimer, Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Et Qu'est-ce oui, qui et t'inspire pourquoi toi Bill chez elle, ouais, Watterson? chez lui? Ah oui. Alors ça, Calvin et Hobbes, c'est pareil. On peut lire, relire. J'adore les dialogues, j'adore les personnages, et puis alors, le dessin, surtout les bonshommes de neige. Je crois que j'ai un plaisir inouï à regarder les bonshommes de neige de Bill Watterson. Euh, J'adore les expressions aussi. Enfin bon, je sais pas, on a l'air bête quand on parle de ça. Le dessin est exceptionnel, les dialogues sont tordants, et puis on peut le lire tout, à tout âge. Je l'ai lu avec mon fils quand il était tout petit. Il adorait, même petit. Il comprenait le décalage. J'adore l'humour de décalage. J'adore la qualité des dialogues aussi, qui est formidable. Donc, bon, Bill Watterson. Voilà. Bon, quelqu'un veut rajouter quelque chose chez nous, Damien, Claire, là-dessus? Non, C'est non. tellement formidable, c'est tellement drôle, c'est tellement. Là aussi, ça ressemble à ce que Daria peut mettre en avant par rapport à l'enfance, mais aussi par rapport à la poésie, par rapport au rêve. Donc, oui, il y a des choses qui transpirent entre Calvin Hobbes et ce que Daria peut nous montrer dans ses albums. En fait, c'est le décalage comme ça. C'est un enfant qui parle comme un adulte aussi, Oui, qui chante oui. avec un vocabulaire qui normalement devrait lui échapper. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Hein. J'ai fait dans le bestiaire aussi, travailler sur des formes, euh, s'amuser avec le langage, voilà, et avec les éléments de langage. Et là, pour Calvin et Hobbes, c'est fabuleux. Et alors, je te cache pas que la troisième référence, celle-ci, quand tu me l'as donnée, j'ai fait je veux que tu nous en Mais oui, parles, parce que c'est Watchmen. mais oui, C'est Watchmen d'Alan Moore et d'Alan Moore. Et là, je Oui, ne m'attendais pas à te voir arriver sur Watchmen, je t'avoue. c'est vrai. Tu... mais oui. Et tant mieux. Ouais, alors moi j'ai adoré Watchmen. Alors je l'ai lu il y a quand même, c'est pareil, c'est des gros morceaux. Hein. C'est pas tout frais dans ma mémoire, mais
il est emblématique pour moi parce que il est très écrit. Alan Moore est un écrivain en fait. Et là, c'est tous les récits enchevêtrés euh, que j'ai adoré dans Watchmen. J'aime l'histoire évidemment, les personnages. Bon, puis j'aime bien les super-héros en fait. C'est-à-dire, j'aime pas mal de choses que je ferai jamais. C'est Mhm. différent de mon travail. C'est pas des terrains sur lesquels j'irai moi, mais j'aime l'écriture en fait, de Watchmen, et les récits entrecroisés. Et j'essaye de lire Alan Moore. J'ai lu. Alors, j'ai pas réussi à lire From Hell, mais c'est pourtant très bien écrit. Mais c'est parce que c'est tellement petit. J'ai du mal à rentrer pour des raisons vraiment purement visuelles, on va Il est dire. rugueux, oui, oui, il est rugueux en contact. Ouais, c'est compliqué pour moi. Il faudrait que j'y aille à la loupe. Mais Watchmen, bien, j'ai essayé de lire Jérusalem. J'ai même lu Mhm. Promethea. Mhm. Et c'est compliqué. Mais en fait, on a un point commun, je crois, c'est qu'on veut mettre des tonnes de références, essayer de trouver euh, des connexions avec des choses qui devraient être un peu irréconciliables. Et il fait beaucoup ça à l'amour. Et ça, j'admire en fait. Et ce que je retiens, moi, je trouve que, en tout cas, ça peut nous approcher de la conclusion. Mais ce que tu disais, c'était que c'était un rapport à l'écriture et que tu éprouves toi, dont tu nous as parlé sur cette heure et demie qu'on a passé ensemble. Je m'attendais à recevoir avant tout une dessinatrice. J'entends une dessinatrice, j'entends plein de choses. J'ai entendu en effet une écrivaine, entre guillemets, une écrivaine des mots et du dessin. Donc voilà, je crois que c'est une bonne définition du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée, mais voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que l'écriture, c'est important, c'est vraiment important pour moi. Et les dialogues sont très importants. Il y a un autre que je vous avais cité dans la liste et qu'on n'a pas abordé, mais quand même je le fais en conclusion, parce que peut-être que maintenant il est moins lu qu'à l'époque où il est sorti. C'est Ici même de Forest et de Tardy, qui aussi est un Oui. chef-d'œuvre pour les dialogues et pour l'écriture. Donc c'est vrai que dans ma liste, je vous ai mis que des bandes dessinées très très écrites et par des gens très talentueux pour l'écriture. Parfait. Chers camarades, Mais Et oui. oui, on va être obligés maintenant, ça va faire déjà plus d'une heure et demie que nous sommes tous ensemble. Je sais pas si c'est pour vous, mais moi, j'ai pas vu cette heure et demie passer. Et je Oui, voudrais moi non vraiment plus. remercier Daria Schmidt d'avoir passé ce moment avec nous. On a appris plein de choses sur elle, sur son travail. Je n'oublie pas donc de mentionner que Ornithomaniacs sort demain le 20 mars donc chez Air Libre. Donc n'hésitez pas à aller chez vos libraires pour découvrir donc l'histoire de Niniche, cette jeune fille de 14 ans qui a donc des ailes qui lui ont poussé dans le dos. Donc allez voir ce récit fantastique et vraiment magnifique. Enfin, visuellement, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Donc allez-y. et on Voilà. te retrouve, Daria, j'imagine, d'ici 2 ans, donc dans la collection Futuro le Louvre. Voilà, si on a de la chance. Oh, non, mais déjà un peu pour Ornithomaniac, je pense au salon du livre de Paris. euh, Mhm. et puis oui, bah, pour le Louvre, encore 2 ans au moins, oui. Ça, on Oui. avait compris que c'était 3 ans chez toi, donc j'avais fait le On calcul. sera Donc là. C'est mon ouais, c'est rythme. ça. C'est le tempo. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée. Merci à celles et ceux donc, qui ont été là et qui nous ont accompagnés pendant cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine Eh oui. pour une individuelle et ce sera Damien. Tu peux nous Oui, annoncer la thématique de oui, ton individuel et bien ton sûr. invité? Alors, on va parler de young adult, de comics young adult, donc des récits jeunesse à partir de 15-16 ans. On va parler beaucoup de femmes, vous verrez. Et je serai accompagné, très bien accompagné, par la merveilleuse Bénédicte Coudière, puisqu'elle adore aussi ces thématiques. Et tous les deux, on va faire une émission donc autour de bande dessinée. On va parler je sais pas moi, de Kay O'Neill, on va parler de Bliss, on va parler de Kinaï,
Bah, franchement, venez parce que ça va être vachement bien. Puis les thématiques dans ces bouquins-là, dans ces comics, sont tellement formidables, très actuels. Donc retrouvez-nous la semaine prochaine. C'est mardi, pardon, jeudi du coup, maintenant, à 20h30. Voilà, donc bonne soirée à tous et merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. Bon, À bah, Merci bonne bientôt. beaucoup, nuit. Daria. À bientôt. Merci, Daria. Au revoir. Salut. Au revoir, Daria.